Tristan, est-ce que tu joues aux échecs? Un petit peu, ouais, pourquoi? En fait, j'ai entendu une histoire, je ne sais pas si tu la connais. Dans les années 80, tu avais un Hongrois, Laszlo Polgár. Je sais pas si… Là, ça me parle pas. Ça te parle pas? Je joue pas à ce point-là. En fait, il avait une conviction. Le mec, il pensait que, selon lui, le talent, ça n'existait pas. Tu sais qu'il y a toujours cette dualité entre la génétique, qu'est-ce qui est l'inné, qu'est-ce qui est l'acquis. Et lui était convaincu que le talent n'existait pas. Selon lui, personne n'avait de don naturel. Il a dû être déçu, non? Et attends, laisse-moi finir. Et comme il était convaincu que c'était que via l'apprentissage, il a voulu mener une expérience. Alors, plein de gens mènent des expériences, tu vas me dire. Mais lui, pour prouver qu'il avait raison, il a décidé de faire cette expérience sur ses filles, littéralement, sur ses 3 enfants. Son idée, elle était très simple. Dès le plus jeune âge, donc je crois que c'est aux alentours de 3 ans, il a décidé de les programmer pour qu'elles deviennent championnes d'échecs. Tu vois. Je précise que lui, c'était un bon joueur, mais avec un niveau assez modeste. Mais son but dans la vie, avec ses filles, c'était de se dire, je vais en faire des championnes d'échecs. Voilà, je vais mener mon expérience. C'est les sœurs Williams en échecs. Voilà, sauf que comme lui n'était pas très doué à la base, il voulait tester ça. Donc, il a fait ça sur ses 3 enfants pendant toute leur enfance, systématiquement. Et les résultats sont au rendez-vous. L'aînée, elle est devenue grande maître internationale, ce qui était à l'époque très rare pour une femme. Ouais. La seconde, elle a explosé tous les records en catégorie junior. Elle a un peu moins brillé en catégorie senior. Et la petite dernière, Judith, c'est très simple. Elle est devenue la plus grande joueuse de l'histoire d'échecs. Elle a même battu Garry Kasparov, quand même en 2001, je crois, pour le patron absolu du jeu, surtout quand il était à son prime. Et c'est la seule femme de l'histoire à avoir atteint ce niveau-là. Est-ce que ça t'impressionne? Est-ce que du coup, ça ne remettrait pas en cause l'inné et l'acquis? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça remet en cause? Non, pas particulièrement. Parce qu'évidemment, quelqu'un de talentueux, s'il ne travaille pas et qui ne pousse pas tous les curseurs au maximal, il restera assez médiocre. Donc, est-ce que c'est un coup de chance? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a mis toutes les chances de son côté. Après, est-ce que ces filles ont continué à pratiquer après? Parce que souvent, quand tu fais un sport jeune, tu as tendance à vouloir arrêter. Question. Alors, c'est vrai que c'est pas la première fois que des parents veulent… Dans le foot, on le voit beaucoup en ce moment. On l'a vu aussi avec Tiger Woods, où il y a des parents qui se mettent en tête que leur enfant va devenir un champion, souvent parce qu'ils ont une petite frustration de même de ne pas l'avoir été. La particularité avec notre ami hongrois, c'est qu'en fait, il a gardé de très bons rapports avec ses filles. Ils ne sont jamais disputés, ils sont encore très proches les uns des autres et il n'y a pas eu, en fait, il semblerait pas, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de toxicité, c'était un projet familial. Il a fait ça bien. Total, mais il a fait ça bien et surtout il a toujours fait en sorte que ce soit un jeu et dès que les filles ne voulaient plus faire des échecs, il ne les forçait jamais, il l'arrêtait. Donc c'est un peu dur de faire une expérience sur tes filles et d'ailleurs il y a une journaliste qui a demandé, est-ce que vous ferez ça à vos propres enfants? Est-ce que vous accepterez, est-ce que les 3 filles, vous avez envie de reproduire ça? Et elle a dit, nous, on serait chaud pour le faire. Mais en fait, ça demande tellement d'énergie, d'investissement. La flemme, tu vois. La flemme, on n'est pas capable, tu vois, de le faire. Donc, c'est intéressant. Et c'est vrai que cette histoire, elle nous renvoie aussi à notre sujet du jour parce que dans les projets familiaux, il y en a un dans le monde du sport qui est très connu dans le demi-fond et qui a fait la une de l'actualité. C'est la famille Ingebretsen, voilà, où là, malheureusement, on a cette méthode où il y a tous les fils qui sont devenus des grands champions, avec Jacob qui est devenu champion olympique, et un papa, là pour le coup, qui n'a pas été, en tout cas, il y a eu un procès en cours où lui, il a fait en sorte de mener… C'était pas toujours du jeu pour lui. Ouais, c'était pas la notion de jeu, c'était plutôt… en tout cas, il y a eu un procès parce que les enfants ont attaqué le père en justice, bon, pas tous, mais certains. Et il expliquait que malheureusement, il fallait s'entraîner tous les jours, qu'ils n'avaient pas leur mot à dire. C'était pas très très cool, mais ça a fait des champions. Mais comme quoi, il y a… Ce qui est intéressant, c'est que dans le sport, c'est assez connu qu'il y a des facteurs génétiques qui prédisposent. Là, pour le coup, on peut pas le nier. Et est-ce que c'est un peu moins le cas aux échecs? Je pense pas, parce qu'il y a quand même des notions d'abstraction, etc., qui nécessitent d'avoir des prédispositions mentales dont tout le monde n'est pas capable, même si elles sont entraînables. Donc, en effet, ça ne m'étonne pas que dans le sport, ça ait eu lieu aussi et que ça porte aussi ses fruits. Ça, c'est peut-être encore plus la chance par-dessus tout. En tout cas, ça nous renvoie à notre sujet du jour, puisque qui parle de Jacob Ingebretsen, on va parler évidemment de Norvège. De la méthode norvégienne. Et donc,
On va se poser la question, qu'est-ce que la méthode norvégienne? Pourquoi le double seuil est devenu le protocole le plus populaire en ce moment dans les courses de fond et demi-fond? C'est quoi les cours de récré? Dans les cours de récré aussi, les enfants de 2 ans, de 12 ans. Pourquoi tous les pères, l'EPS, ils veulent faire du double seuil au petit Nao? Je ne sais pas comment il s'appelle maintenant, les petits. C'est toi qui as un enfant, hein, je sais pas. Quels sont les mécanismes physiologiques aussi? Voilà, qu'est-ce que ça optimise réellement? Quelle est la part de mythe? Quelle est la part de fantasme aussi? Que disent les études scientifiques? Est-ce que nous, les amateurs, on peut aussi s'inspirer de la méthode norvégienne? Trêve de bavardage, Tristan, ce que je te propose, c'est qu'on s'installe confortablement dans le salon et qu'on poursuive notre discussion. Ah, c'est parti. On y va. DLTVC original, le mythe double seuil. Tristan, je crois qu'on peut dire que, depuis 5 ans, en tout cas c'est mon impression, mais la méthode norvégienne c'est un peu devenu le nouveau Graal de l'entraînement. Sur YouTube, tu as des créateurs de contenu qui analysent ça un peu comme si c'était la formule secrète du Coca-Cola. Sur Strava, on voit, je sais pas, mais champignonner, comment on dit, on voit pulluler des nouveaux posts avec séance entre 2 seuils. Après, on va être honnête, est-ce que vraiment les gens savent ce qu'est la méthode norvégienne, en quoi elle consiste, les détails, les finalités? J'imagine qu'il y a plein de choses et qu'il y a plein d'angles morts que les gens n'ont pas forcément conscience de cette méthode. Est-ce qu'elle est complexe? Est-ce qu'elle est simple? Et surtout, qu'est-ce que dit la science et surtout les études les plus récentes sur cette méthode d'entraînement? On va essayer de comprendre tout ça dans ce podcast. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais expliquer à ma maman ce qu'est la méthode norvégienne dans les grandes lignes? Et spoiler alert, ma maman, c'est pas c'est pas la meilleure en préparation physique, donc va falloir quand même, avec tout le respect que j'ai pour toi, maman, parce que je sais qu'elle écoute les podcasts, peut-être pas ceux-là, mais elle en écoute certains. Il va falloir quand même être pédagogue. Ok. Bon, alors ça sera pas lui manquer de respect que de dire que c'est une méthode qu'on donne principalement aux Norvégiens, même si en réalité, si on remonte un petit peu historiquement, c'est des méthodes qui ont déjà été expérimentées dans d'autres pays, en Italie, fin du XXe siècle, entre autres. Alors là, je vais donner ma source. Juste avant ce podcast, les gens n'étaient pas là, mais justement, on parlait de citer sa source. Pour préparer cet épisode, je suis entre autres tombé sur un blog de Marius Bacon, qui est lui un athlète norvégien et qui retrace justement, puisque au début du 21e, donc là, début des années 2000, ça serait lui qui aurait commencé à travailler sur cette méthode et qui aurait comment on pourrait dire, conseiller ensuite la fameuse famille Ingebretsen. Ah ouais, d'accord. Donc on parle tant. Donc pour ta maman, la famille Ingebretsen, qui est une famille très connue dans le monde de l'athlétisme, avec entre autres leur dernier fils qui est surperformant. Jacob, ouais. Exact. Avec 2 autres grands frères qui eux aussi sont très très forts en course à pied. Mais en tout cas, quand on dit très fort, je ne saurais pas son palmarès, mais quelques titres de champion du monde, quelques titres de champion olympique peut-être, en demi-fond, donc 1500 mètres. Très fort sur 5000 aussi, bref. Donc tout ça, c'est né chez eux. En tout cas, ça a été développé chez eux et ensuite, ça a été démocratisé au monde entier à partir de là. Si je devais décrire à ta maman les facteurs principaux qui décrivent la méthode norvégienne, je dirais en un gros volume d'entraînement. Donc ce sont des gens qui s'entraînent beaucoup. Quand je dis gros, c'est très peu de semaines sous 150 kilomètres par semaine. Pour des coureurs de demi-fond. Hein. Pour des coureurs de demi-fond. Oui, voilà, mais pas marathon. Hein. Exactement, ça c'est un très bon point que tu donnes, puisque c'est une méthode qu'on tire, donc on l'a dit, principalement des frères Ingebretsen aujourd'hui, qui sont des coureurs de demi-fond, qu'on adapte ensuite sur d'autres distances, mais ça vient historiquement de là. Même si les marathoniens aujourd'hui ont singé un peu beaucoup. Oui, mais parce qu'en fait, eux, leur principe, c'est de dire comme la performance sur 1500 mètres est principalement liée à, comment on pourrait dire, on tente-le, à un effort aérobie, on va dire, un effort d'endurance, il faut utiliser le plus grand levier possible sur l'endurance, et donc le levier d'endurance, c'est aussi le levier principal en marathon. Donc c'est pour ça que les méthodes sont réutilisables. Donc gros volume, je l'ai dit. Deuxième, c'est contrôle de l'intensité, on va y revenir. En gros, ils utilisent des variables physiologiques pour leur permettre de savoir s'ils courent trop vite ou pas assez vite, à leur goût en tout cas. Donc gros volume, contrôle de l'intensité, et le point qui, de mon point de vue, est le principal, qui est le fractionnement de l'intensité. Ce que j'attends par le fractionnement, ça veut dire au lieu de faire une séance, on va la diviser en 2. Au lieu de faire 4 séries, on va en faire 16. Et en fait, le volume total est le même, mais juste on va essayer de fractionner le plus possible. Il y a un terme
que ta maman peut aller chercher sur... Excuse-moi, ça me fait rire. Que peut aller chercher sur Internet. Tu lui enverras le lien. Qui est la notion de clustering, Mm. où en fait, on va essayer de clusteriser l'entraînement à toutes les échelles possibles. Donc voilà, grosso modo. Alors après, je tiens quand même dès l'introduction à préciser que c'est de ça dont on va parler, parce que il y a d'autres méthodes norvégiennes. En fait, dès qu'il y a un truc qui naît en Norvège, et comme ils ont un gros pôle, une grosse culture d'entraînement en endurance, un gros pôle de recherche, il y a beaucoup de chercheurs qui viennent de là-bas. Et typiquement, dans le monde non plus de l'entraînement en endurance, mais de l'entraînement santé, il y a le fameux 4x4 norvégien. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Mm. Mais donc, Oui, bien sûr. mettons-nous d'accord sur le fait qu'on va plutôt parler Du double seuil. Ouais. de On pourra faire un ce genre épisode sur le méthodologie. 4x4, ça après, va savoir. Mais 100%. alors, c'est super parce que tu remets un peu de chronologie, et moi c'est ce que j'aime dans les podcasts justement, c'est qu'on fait un peu de chronologie, on va chercher un peu des sources historiques, mais juste pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien, la méthode norvégienne ça a été très popularisé en 2020. Pourquoi ? Parce qu'en 2020 on a les JO de Tokyo, et là on a Jacob, donc Ibrahimsen qui a à peine 20 ans, hein, et qui décroche le titre de champion olympique sur 1500 je crois, un titre qui était surdominé par les coureurs des hauts plateaux africains, principalement kenyans et un petit peu éthiopiens en fonction des années. Et là, on a un petit jeune qui sort de nulle part et qui te gagne devant, au nez à la barbe, des grands champions des hauts plateaux africains. Donc forcément, les gens se demandent qui il est, on regarde ce qu'il fait, il est norvégien, on a tendance, nous, à un peu idéaliser les pays nordiques, même s'ils ont eu leurs heures de gloire, mais leur heure un peu plus sombre, on va dire. Donc voilà, et donc forcément, tout ça a créé un engouement énorme. Quand quelque chose marche, quand quelque chose fonctionne sur quelqu'un, on veut le copier, on s'y intéresse, on veut le réappliquer. Et en plus, ils nous parlaient de la méthode norvégienne, ils avaient en plus une philosophie un peu différente. Et donc forcément, ça a fait mouche. Un peu comme quand il y a eu, au JO de Rio, je crois, qu'on avait un Vincent Louis qui arrive sur cross, qui gagne, ou Cassandre Beaugrand qui gagnait un petit peu tout. On a commencé à parler d'entraînement croisé. À l'époque, c'était la mode. Les coureurs devaient faire tous du vélo, et c'était un peu la recette parce qu'il fallait faire du vélo et de l'entraînement croisé pour être très bon. Voilà. Bon, aujourd'hui, on n'en parle plus trop. Effet de mode ou pas. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Si c'est un effet de mode, s'il y a une réalité, si c'est bien, si c'est comparable, on va tout décortiquer. Mais avant ça, il y a beaucoup de gens qui disent que finalement, la méthode norvégienne, c'est pas seulement une recette, c'est aussi une espèce d'état d'esprit, une espèce de culture. Tu vois, un peu comme l'esprit trail, un peu comme l'esprit cross. Bon, pas tout à fait, mais qui a vraiment aussi... On peut pas la résumer qu'à des séances. Il y a aussi un état d'esprit. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que c'est vraiment une méthode d'entraînement, un état d'esprit ? Est-ce que c'est une façon différente d'aborder aussi la performance et l'entraînement ? Est-ce qu'il y a un point de rupture ? Je pense que tu as raison dans une certaine mesure, parce qu'il y a une fracture nette avec une mentalité qui est aussi très européenne, qui est le no pain, no gain. Et peut-être même plus, tu as parlé tout à l'heure des Kenyans, entre autres. Et il faut savoir que historiquement, en fait, on peut faire énormément de parallèles entre la fameuse méthode norvégienne et la méthode kenyane, comme on pourrait l'appeler. En tout cas, comment les Kenyans, eux, gèrent l'entraînement. Il y en a qui vont le faire avec des outils, d'autres qui vont le faire avec des sensations. Mais en fait, voilà, des gros volumes, contrôle d'intensité et du fractionnement de l'effort. On y reviendra, mais voilà, juste pour se rendre compte que oui, il y a une mentalité, et la plus grosse fracture qui existe, c'est avec le fameux no pain, no gain. En fait, il faut accepter de faire des séances où on finit pas mort. Il faut garder un petit peu de marge. Et en fait, la difficulté, elle vient pas du fait de s'envoyer à fond sur une séance, mais elle vient du fait de réussir à réussir 52 semaines dans son année, si on grossit les traits. C'est pas une séance, c'est 52 semaines. Et donc, le fait de se préserver aujourd'hui va entraîner que la difficulté va naître dans les semaines, et à répéter quelque chose qui est très demandant pour le corps, parce que on a parlé de gros volumes d'entraînement, c'est-à-dire s'entraîner au minimum 2 fois par jour. En course à pied, ça va encore, parce que c'est que de la course à pied, on peut pas courir 300 km dans la semaine. Quand bien même, j'ai vu qu'il y en a qui commencent à essayer de s'y mettre, mais si tu prends en triathlon, en fait, en triathlon, ils appliquent la même méthode, mais avec 3 sports, et là, ça fait des volumes d'entraînement de fou furieux. Donc, ils se mettent jamais à l'envers, mais avec des volumes d'entraînement totalement déments qu'il faut réussir à assimiler. Donc, de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec toi. D'un autre point de vue, je pense que quand on parle non pas de la méthode norvégienne, mais de la performance norvégienne, cette fois-ci, on parle d'une culture, mais on parle d'une culture de la performance et de l'entraînement qui n'a rien à voir avec la méthode. Ce sont des gens qui ont une culture
de l'entraînement, de la performance, à un environnement qui prédispose à la performance. Donc ça va être des infrastructures, ça va être des entraîneurs à disposition, ça va être un suivi scientifique des athlètes. C'est tout ça qui va créer des terreaux fertiles à la performance parce que en Norvège, ils sont pas si nombreux. Et quand je regarde même, alors la Suède, c'est un peu la même chose à côté, surtout avec le sauteur en hauteur actuel, mais c'est plus cette culture qui va créer des résultats de mon point de vue que la méthode en elle-même. La méthode, elle a le mérite d'exister, et comme n'importe quelle méthode, tant qu'on suit la logique interne de A à Z et qu'on n'essaie pas de copier un truc et de le coller dans autre chose, parce qu'en fait, quand on a notre méthode et qu'on essaie de dire « Ah, comment il fait ? Ah, lui, il fait du double seuil, ok, je vais lui copier ça, je le mets chez nous. » Et ça fonctionne jamais, parce qu'une méthode, elle fonctionne parce qu'elle est logique. Et tu peux pas te permettre de copier un truc. Donc voilà, la méthode, c'est d'un côté, mais la culture sportive en Norvège en est une autre. Et en dernier point, faut pas nier que les gens sont... on a parlé des frères Ingebrigtsen, sont naturellement très très forts. Donc en fait, il y a un don aussi naturel qui est sublimé par la culture et qui est sublimé par une méthode qui est très logique. Et puis la Norvège, c'est aussi... voilà, on dit souvent que c'est un pays où il fait bon de vivre enfant et c'est très dur quand on est adulte. Il y a une culture... Quelle raison ? Après, je suis pas un spécialiste de la culture norvégienne, mais j'avais vu deux, trois articles de blog sur ça. Mais c'est vrai que c'est une culture où il y a beaucoup de conformité. Ok. Ils ont une grosse culture. Tu sais que c'est un pays qui a des ressources naturelles très très fortes, qui ont un fonds souverain qui est. Alors je crois que tu sais en France on dit souvent que nous on est avec une dette de 80 000 euros. Ils ont 300 000 euros. Eux, ils ont 300 000 euros sur leur compte dès qu'ils naissent. Donc en fait c'est pas la même logique. Mais ils ont aussi un côté très collectif et du sport commun, mais qui peut avoir des dérives au côté où il faut vraiment se conformer, où il faut... c'est une société qui est assez différente dans l'organisation et la structure que la nôtre. Après, je suis pas un spécialiste de ça, donc moi, j'ai toujours pas envie de dire des bêtises quand je maîtrise pas un sujet, mais s'il y a des gens qui connaissent bien cette culture-là, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. Je pense que ça peut aussi être complémentaire de ce qu'on dit, ou si vous avez des liens, ou voilà, des gens qui ont vécu en Norvège, qui connaissent mieux cet état d'esprit, voilà. Mais ce que je retiens, c'est que c'est vraiment génial quand t'es enfant, mais c'est très compliqué quand t'es adulte. Ou après, la culture de la performance, bon, ça dépend. On peut prendre d'autres pays d'Asie, de l'Est. Oui, bien sûr. La culture de la performance entraîne des... Et par exemple, là, on parle des frères Ingebrigtsen. Je pense que c'est quand même pas anodin de souligner que leur père a été condamné. On en parlait tout à l'heure, en intro. A été condamné pour abus sur ses enfants. Donc, on en discute. Oui, il y a un champion olympique in fine, mais pas à n'importe quel coup non plus. Alors, on va justement zoomer là-dessus et on va décortiquer. Mais tu le disais en introduction, la méthode norvégienne, nous, on va s'intéresser à la méthode norvégienne, alinéa double seuil. Le double seuil, on entend parler de partout. C'est un peu le mot à la mode. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est 2 séances de seuil dans la journée ? Est-ce que c'est un petit peu plus subtil que ça ? Comment tu peux nous expliquer le principe de cette méthode ? Tu fais bien de repréciser qu'on va parler du double seuil parce que tu auras remarqué que dans la définition de la méthode norvégienne, j'en ai pas parlé. Déjà pour 2 raisons, parce que les Norvégiens ne font pas que du double seuil dans toutes les périodes de l'année. Typiquement dans les périodes pré-compétitives, en général, ils arrêtent de faire du double seuil. Et je viens de parler dans la question précédente de logique interne. Et en fait, le double seuil ne s'incorpore que dans ce que j'ai décrit précédemment. C'est-à-dire que ça ne fonctionne que si tu as une logique de fragmentation de l'entraînement, de clustering, si tu as un gros volume et si tu as une logique de gestion de l'intensité, quelle qu'elle soit. Si tu fais que du double seuil, et que tu n'as pas tout le reste, c'est pas... Tu sais qu'il y a plein de gens qui font ça, ils font 2 séances de seuil et ils se disent... en fait, comme ils retiennent que ça... Oui, et puis en fait, le truc, c'est la même chose, c'est que si tu fais ton double seuil, tu te mets au carton sur ton double seuil, l'impact que ça va avoir sur la semaine, c'est pas la même chose. Si toi, dans ton planning, ce qui marche, c'est de faire des RPE 8-9 sur 10, des notes de difficulté 8-9 sur 10, chaque semaine, à l'approche d'une compétition, ça va pas fonctionner d'intégrer le double seuil de cette manière-là, puisque eux-mêmes ne l'intègrent pas de cette manière. Donc je parlais de logique interne, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, on va rentrer dans les détails de ce qu'est un double seuil. Donc double seuil, c'est 2 séances de seuil dans la même journée. On va peut-être revenir ensuite sur ce qu'est la définition du seuil, mais partons du principe d'abord, avant de rentrer dans les détails, que c'est une intensité modérée qu'on peut tenir entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc voilà, on est sur de l'allure semi pour ceux qui commencent à avoir un bon niveau. On avait fait un épisode sur le seuil, où on avait vraiment parlé que du seuil, donc il est très complémentaire à cette écoute de celui-ci, je vous mets le lien en description. Et à la fin, où j'avais commencé à parler de clustering l'année dernière, et donc là on va redétailler cet aspect clustering que j'avais pas eu le temps de détailler dans cet épisode-là. Donc dans ces 2 séances, qu'est-ce qu'on va y retrouver typiquement ? Dans la première séance, on va trouver des intervalles plutôt courts, en tout cas tel que c'est fait dans la méthode norvégienne. Ensuite, quand elle est arrivée en Europe
comme chez nous, quoi. Parfois, ils inversent, parfois, ils font les intervalles longs le matin, etc. En tout cas, les intervalles courts le matin, je veux dire. En tout cas, chez eux, les intervalles le matin sont longs. Donc, quand je dis long, c'est entre 5 et 10 minutes, des repos relativement courts par rapport à l'intervalle de travail. On va être sur du 1 minute 30, 2 minutes de repos, voilà, ce genre de choses. Par exemple, 5 fois 5 minutes, repos 1. Ça, c'est un type de séance qu'on retrouve assez facilement chez eux. Donc ça, c'est la séance du matin qui est long. Et l'après-midi, ça va être une séance à allure un peu plus élevée, mais avec des intervalles un peu plus courts. Là, on est sur du 400 mètres. On peut voir des méthodes, des plans où ça va tirer jusqu'à du 1000 mètres. Mais en général, c'est là on voit des fameuses séances 400 avec un nombre de répétitions 20, 25, 30, 35. Voilà, ça vient de là, en fait, ce genre d'entraînement. Avec, encore une fois, des récupérations assez courtes. Sur un 400, on va être sur du 30 secondes de récupération. Et si on tend sur du 1000, on va être là plus sur du 1 minute 30. Mais voilà, il y a cette balance entre les deux où plus l'intervalle est long, plus on va en garder un peu sous le pied, et plus l'intervalle est court, plus on va se permettre d'aller un tout petit peu plus vite, mais toujours en gardant un contrôle sur l'intensité. Est-ce que pour l'instant, c'est assez clair sur à quoi ça Non, ressemble ? ça l'est. Voilà, il y a des petites finalités que j'avais pas forcément bien cernées, donc tu vois, on en apprend tous les jours, intéressant. Okay. Alors, maintenant, j'imagine que tu veux savoir c'est quoi l'intérêt principal de ça. Alors, il y a un intérêt supposé au contrôle de l'allure, mais avec ma lecture, c'est pas ça l'intérêt principal que les gens vont pouvoir en retirer. L'intérêt principal, c'est ce que je pourrais résumer en l'optimisation du stress mécanique. Alors là, ta maman n'a pas compris, typiquement. Ce que ça veut dire, c'est que, sans vouloir lui manquer de respect, je t'aime. Hein. C'est que quand on court, on accumule des contraintes mécaniques. C'est pour ça qu'on dit que la course à pied est très pathogène. C'est-à-dire, on peut vite se faire mal, on peut vite avoir une petite tendinopathie au tendon d'Achille, on peut vite avoir ci, avoir ça, parce que justement, il y a énormément d'impact, donc il y a des contraintes. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ces contraintes soient le moins limitant possible sur le corps. Comment je fais, si j'ai tendance à me blesser, pour m'entraîner intensément beaucoup, sans me blesser. Et donc là, c'est là où le double seuil va rentrer en jeu, parce que le clustering, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de fractionner, ça permet de diminuer ça. Au lieu de faire, là tout à l'heure j'ai dit un 5x5 plus un 25x400, peut-être mis bout à bout, là j'en sais rien de tête, ça va faire 16 km d'allure. En fait, en réalité, ces personnes-là, ils sont capables de faire 16 km d'allure semi-marathon dans leur entraînement. Mais juste l'impact que ça aurait sur leur corps, de faire un 8 x 2000 allure semi-marathon, quand bien même ils en soient capables, serait beaucoup trop élevé, parce qu'ils ne pourraient pas faire leur séance fractionnée ensuite, ils ne pourraient pas faire leur sortie longue, ils ne pourraient pas réenchaîner la semaine d'après. Et comme j'ai dit, pour eux, le plus important, c'est de s'entraîner 52 semaines dans l'année. Si on prend un peu la quintessence du truc, c'est pas une séance, ouais, je comprends. C'est plein de bonnes semaines. Ils ont une vision vraiment long-termiste, et c'est le cumul d'un tout qui va donner un résultat. Exact. Et donc, le fait de fractionner va aider, de 1. Le fait de fractionner, donc là, des intervalles de 400 mètres, couru à allure semi. En France, personne ne fait ça. Quand on court des 400, c'est à allure 1500. Ça n'a rien à voir avec de l'allure semi-marathon. Donc ça aussi, ça va limiter le fait de contrôler, ça va limiter les impacts mécaniques. Et en plus de ça, très souvent, ils vont utiliser de la récupération passive qui, encore une fois, permet de limiter parce que on n'est pas actif pendant les récupérations. Donc on est focalisé sur l'intensité, qu'on essaie de découper de plein de manières, tout en ayant de la variété dans les stress. Parce qu'on ne fait pas que tout le temps la même vitesse. Il y en a où on va un peu plus vite, d'autres un peu plus lentement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai donné des exemples de séances. Je ne sais pas si tu veux que j'en redonne. Ouais, c'est toujours intéressant, peut-être 2-3. Et puis après, au fur et à mesure, tu pourras agrémenter de séances. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir des petits cas de séances. Et puis on est toujours curieux, nous les coureurs, d'avoir des nouvelles séances, d'en connaître, d'essayer des trucs. Mais de toute façon, les gens peuvent essayer. À allure semi, maximum allure 60 minutes. Maximum. Hein. Donc, pour certaines personnes, ça va être une allure 10 km pour ce qu'il en est. Essayez de faire un 4 x 2000 ou de faire un 20 x 400. Alors 4 x 2000 repos 2 et 4 x 20 x 400 récup 30-45 secondes. Vous verrez que l'impact sur votre corps n'a rien à voir alors que factuellement vous avez couru 8 km. Ouais, je comprends. Donc c'est sur ça que ça va jouer principalement. Voilà. Donc maximiser ce qu'on appelle le temps sous tension au profit de limiter l'impact mécanique. Ouais. Alors juste... Parce que je pense que c'est aussi important, parce que c'est jamais un gain qui se fait sans rien, il y a toujours un échange à la fois, et donc ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Ce qu'on gagne du côté mécanique, on le perd en termes de stress physiologique. Si on parle de stress pur, un 4 x 2000, s'il est plus difficile, c'est parce qu'il est plus stressant, donc potentiellement,
l'adaptation physiologique qui peut en découler peut être supérieure, mais au détriment du mécanique qui peut-être lui va nous limiter. Donc tu vois, c'est cette petite balance entre physiologique et mécanique qu'on essaie de jouer, et eux, ils mettent leur pièce sur le fait que c'est le mécanique le plus limitant, et donc ils vont faire passer le biomécanique au profit du physiologique, on va dire. Alors, c'est une belle introduction, c'est déjà dit plein de choses. Si je dois, dans un premier temps, résumer un peu les grandes lignes, ce que je comprends, tu me corriges si c'est pas le cas. En fait, ils s'entraînent fort, ils s'entraînent quand même dur, mais jamais trop. C'est un peu comme un pâtissier qui va chauffer du lait, tu sais, qui va couper le feu juste avant que ça boue. Ça boue, voilà, tu vois, que ça brûle. Et c'est vrai que c'est une différence en France, tu l'as dit nous-mêmes, hein. Nous, en France, on a tendance à se dire la séance du mardi, la séance de jeudi, c'est la séance sur piste, c'est la séance où je donne tout, où voilà, on a tendance à culpabiliser, il faut être à fond. Voilà, les Américains sont aussi un peu comme ça, hein. On est un peu, tu vois, c'est un peu même eux qu'on sorti chez Go Hard, Go Home, t'es là pour si t'es pas venu là pour être ici. Enfin, on a 1 million de citations qui dit que quand on est le mardi et le jeudi, on se met mal, quoi. On reste un pays latin, donc on reste un pays fougueux, et nos amis vikings, évidemment, eux se disent plutôt si je finis cramé, ma séance elle est foutue, en fait. C'est vraiment, il faut pas penser que c'est une séance qui va foncièrement sur le long terme te préserver. On reste quand même sur des gros volumes, on reste quand même sur quelque chose de très engageant, mais ils vont jamais se rapprocher trop près de leurs limites, alors que nous en Occident, c'est l'Occident, mais nous en Europe, on va tendance à flirter avec nos limites très souvent. Voire à les dépasser. C'est pas la séance, elle est ratée, c'est quand s'ils se donnent trop, ils vont dire mince, je viens peut-être d'hypothéquer mes 10 prochains jours. Tu vois, c'est plus ce truc-là, c'est qu'est-ce que je viens d'échanger ? Je viens de trop me donner sur ma séance, je vais pas pouvoir faire des séances aussi qualitatives les 10 prochains jours parce que je vais avoir besoin d'en récupérer un petit peu. Puis peut-être que j'ai augmenté mes risques de blessure, et si je me blesse, là, j'ai hypothéqué 1, 2, 3 mois d'entraînement. Et donc eux, c'est plus cette mentalité long terme qui va les diriger plus que... Oui, je suis plus que notre mentalité où on est en mode on s'entraîne dur et tant que ça tient, ça tient. Ouais. Et en fait, peut-être qu'on va se blesser. Mais tout ça se compense. Mais bon, amène que pourra, quoi. C'est ça, vas-y. Après, heureusement, on n'est pas si bête que ça. On arrive à contrôler aussi les intensités, et on sait que dans l'année, on fait pas que des entraînements difficiles, on en fait des plus. Mais c'est une logique, une vision de la vie qui est peut-être un petit peu différente, mais les deux fonctionnent. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut se souvenir, c'est que si tu fais une séance ultra dure et tu mets 10 jours pour en récupérer, ou dans ces 10 jours, tu mets 3 entraînements un peu moins intenses, en fait, le résultat in fine est le même si personne se blesse. Donc, c'est pas une hiérarchie, c'est juste qui est logique et qui arrive à tenir sa logique. Alors après, si on finit par prouver que les entraînements au double seuil, etc., sont moins accidentogènes que les entraînements à haute intensité, à ce moment-là, il naît un vrai intérêt. Aujourd'hui, j'ai pas vu passer qu'on se blessait moins en faisant ça qu'en faisant autre chose. Mais en tout cas, si la logique est respectée, le but c'est pas de se blesser, ça c'est sûr et certain. Je pense, là c'est mon avis, que c'est aussi important d'adapter les méthodes aux personnes qu'on a en face de nous, et je pense qu'il y a des personnes en France même qui sont plus adaptées à une méthode norvégienne, quand bien même ils soient nés en France, mais culture latine ou ce que tu veux, et il y en a d'autres pour qui ça n'irait pas parce qu'ils ont besoin de se tester, ils ont besoin d'aller plus loin, ils ont besoin de se sentir être un peu plus dans le dur, et peut-être que le jour de la compétition ils n'auraient pas les mêmes armes parce qu'ils se seraient mis moins mal à l'entraînement, alors que justement cultiver un peu ce baroud d'honneur, d'être dans le mal, etc., peut avoir des effets bénéfiques. Donc j'insiste, je le répète, quitte à ce que ça paraisse redondant, mais les deux fonctionnent. C'est que faut juste respecter la logique jusqu'au bout. Je vais juste te parler un petit exemple, parce que tout à l'heure j'ai parlé du triathlon, et on utilise aussi beaucoup la méthode norvégienne en triathlon, en tout cas elle s'applique, et des champions comme Gustav Iden, comme Christian Blumenfeld ont fait champion olympique à Tokyo, ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait champion du monde sur Ironman 70.3 et sur Ironman à plusieurs reprises. Donc ils ont des titres, mais on a tendance à oublier que sur la même période, la France, on a fait 4 fois champion du monde WTS. On a fait champion du monde Ironman en 2023 avec Sam Laidlow, on était là. Et on a fait premier en JO en 2024. Oui, on n'a rien à envier. Donc en fait, quand je dis que les deux fonctionnent, c'est pas par patriotisme. C'est-à-dire que factuellement, si on compare le nombre de victoires entre nos athlètes et leurs athlètes, les deux fonctionnent. Ouais, puis on a un champion du monde de 10 000 mètres aussi. Et bah justement, tu fais très bien de parler tu parles de Jimmy Gressier. Donc c'est en septembre, octobre. Ouais. Il est devenu champion du monde de 10 000. Et je suis allé chercher. Il faut savoir que le 5 novembre,
il met sur Instagram qu'il essaye pour la première fois le double seuil. Mhm. Donc le 5 novembre, là, je veux dire, on peut pas faire mieux, un post Instagram où j'ai pas la citation, mais il dit oh bah je viens d'essayer le double seuil, c'est pas impossible que je le rajoute à ma méthode. Et là je te le donne en mille, Nostradamus, dans 1 an, 2 ans, quand il va refaire un titre, ou par exemple, imagine au prochain JO ce qu'on lui souhaite, hein, Je souhaite, ouais. qu'il devienne champion olympique. Il est, ouais. Et ben on va dire, et ben voilà, il l'a fait grâce au double seuil, à la méthode norvégienne. Il le garde. Bon, Oui, mais il est déjà champion du monde sans ça en fait. je tease un peu, mais on va recevoir Adrien Taouji, donc le responsable fond demi-fond à l'INSEP. Et justement, on lui demandera son avis. Et donc, entraîneur de Ginny Gressier, évidemment, enfin ancien entraîneur, parce qu'il a changé juste après son titre. On lui demandera aussi son avis sur le double seuil, même si on ne parlera pas que de ça, vous allez voir. Alors, tu le dis, nous en France, on fait du seuil. On a même une grosse culture de seuillard. Absolument. Voilà, on le sait, on salue nos amis du TRC qui ont fait leur fonds de commerce du seuil. J'aimerais qu'on s'intéresse aussi à la littérature scientifique, à la recherche, parce que j'imagine que tout ça a dû être décrypté. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi ce serait plus efficace le double seuil que l'entraînement traditionnel, avec un seul seuil, ce qu'on connaît tous, parce que comme tu l'as dit, on a quand même des très bons... Qu'est-ce qu'on cherche forcément à entraîner dans l'organisme avec ces intensités? C'est au niveau, si tu peux détailler un petit peu plus sur ça, et surtout, que disent les études à ce sujet-là? Alors tout à l'heure, j'ai parlé de comment on pourrait dire l'avantage mécanique à s'entraîner de cette manière-là. Quand je dis avantage mécanique, j'ai parlé du fait de ne pas se blesser, mais il y a un autre intérêt dont j'ai pas parlé et que je vais ramener ici, c'est le facteur coût énergétique. Ils partent du principe que, et à raison très certainement, que plus ils vont s'exposer à une allure, plus ils vont être économiques à cette allure, et donc plus d'un point de vue coût énergétique, il va y avoir un transfert. Et l'un des moyens de cumuler du stress à une allure, c'est de fractionner son effort, c'est de faire du clustering. Donc déjà, il y a ça qui rentre en jeu. Potentiellement limiter les blessures, maximiser le coût énergétique en augmentant le temps sous maintien en échange d'un fractionnement, et donc au détriment de l'aspect physiologique, je l'ai dit tout à l'heure. Et de mon point de vue, si je lis ça, alors j'ai plus l'étude, peut-être qu'on la mettra en commentaire, en tout cas je pourrais te l'envoyer, où c'est une étude qui va essayer de montrer quels sont les facteurs de performance qui prédisposent à la performance en tout cas. Et l'une des conclusions de cette étude, c'est que les gens ont tendance à s'entraîner trop fort. La corrélation, c'est que en fait, on a une corrélation positive avec la répartition du volume à basse intensité. Ce que trouve l'étude, c'est que plus on fait de basse intensité, plus on est performant. En tout cas, chez les athlètes qu'ils ont regardé. Ce qui peut paraître paradoxal, parce que si je te dis prépare un marathon, si tu fais tout en endurance fondamentale, donc là, si tu maximises leurs règles, tu te rends vite compte que c'est pas la meilleure manière de se préparer pour un marathon. Donc moi, ce que j'en comprends, c'est que dans le contexte actuel, on s'entraîne trop fort. C'est pas plus on fait de basse intensité, plus on progresse. C'est que dans le contexte actuel, on fait trop d'intensité et que la juste dose est en dessous. Et donc, l'un des effets collatéraux de la méthode norvégienne, du fait de monitorer son entraînement, donc eux, ils le font avec le lactate, on en reparlera sûrement après, mais c'est d'avoir une bonne raison de s'entraîner moins fort, d'avoir une bonne raison de s'astreindre. Par exemple, tu vois, sur une autre méthode qui est beaucoup plus conventionnelle, telle qu'on utilise sur campus, les premiers entraînements des cycles sont d'intensité 3/5. Et progressivement, on va vers du 4, et en fin de cycle, on va vers du 5/5 de difficulté. Bah, c'est très difficile de faire en sorte que les gens respectent le 3/5 parce qu'ils n'ont pas une valeur quantitative. Eux, ce qu'ils veulent, et ça va à nouveau avec la culture, on en parlait, mais ce qu'ils veulent, c'est aller un peu plus vite. Ils disent pourquoi est-ce que je ferais moins si je peux faire plus? Et donc là, le fait d'avoir un facteur extérieur tel que la mesure du lactate, ça donne une bonne raison de le respecter. Et j'ai eu des feedbacks d'entraîneurs, de gens qui me disaient ouais, mais en fait, juste ça les amuse. C'est-à-dire juste le fait de respecter une valeur, ça les motive assez pour avoir envie de respecter cette allure-là. Et on a vu des vidéos, typiquement, là je parle 2022-2023, d'un triathlète qui s'appelle Lionel Sanders, où en fait on les voyait, ils étaient en tribune, le mec faisait ses intervalles, et en tribune, il s'amusait à prédire le taux de lactate de l'athlète. Ouais, c'est un côté ludique. Moi je le connais par cœur, ça c'est un 4.3, et il prend, et ça fait 4.3, et tout le monde pète son crâne. Ouais. Et donc, c'est un peu comme c'est un peu ce côté un peu avec les montres et le cardio, où t'as le côté ludique, où les mecs ils veulent toujours rester dans leur zone. Exact. Tout. Mais là, c'est un côté un peu plus tu t'entraînes moins fort, mais t'as réussi à avoir tes zones, et donc en fait t'es satisfait parce qu'il y a un aspect un peu ludique. Ouais, puis ça fait prendre vraiment conscience à travers des données non contestables entre guillemets, parce que tout est contestable, mais en tout cas des données, tu vois, c'est encore une
où l'athlète n'a pas forcément conscience à la vitesse où il va, s'il va. Tu vois, là, ça donne quelque chose d'un juge de paix. Tu vois. Ouais, Mais on fera un sujet sur le lactate parce que tout le monde en parle. Il y a plein de choses à dire aussi, le lactate, l'acide lactique. C'est un sujet finalement qu'on peut vraiment détailler. Donc on fera un épisode spécifique sur le lactate, même si on en parlera un petit peu dans cet épisode-là. On aura un épisode dédié sur ce sujet-là. Tu fais bien parler de ressenti, etc. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé du blog de Bacon et lui, ce qu'il retranscrit à travers son blog, puisque je ne suis pas allé voir au Kenya moi-même, mais c'est que en fait, par le ressenti, par le fait que ces coureurs kenyans soient finement, comment on pourrait dire, finement connectés à leurs émotions, à leurs sensations, etc. En fait, eux-mêmes, intrinsèquement, ils arrivent à connaître leur taux de lactate, on va dire, juste par le feeling. En fait, le fait de s'écouter suffit. Le lactate, on va dire, est une compensation occidentale du fait de ne pas assez s'écouter. On pourrait quasiment dire ça. On s'est dit beaucoup de choses déjà, mais est-ce que aujourd'hui, une méthode norvégienne, double seuil, beaucoup de gens réduisent la méthode norvégienne au double seuil, est-ce que c'est pas un peu réducteur ou c'est aussi simple que ça? Comme je l'ai dit, c'est réducteur parce que c'est un des artefacts. Alors, clé, hein. En fait, oui, clé parce que ça représente la grande majorité de leur année, mais ils ne font pas que ça. Il y a des périodes d'entraînement chez eux où en fait, justement, ils remettent leurs 2 séances de seuil en une seule séance beaucoup plus difficile pour remettre le stress, on va dire, au niveau physiologique parce que toute cette base, en fait, justement, ça leur sert de base. Et donc, leur base, elle doit être la plus large possible, sur laquelle mettre en fait les dernières petites briques qu'ils vont faire en pré-compétitif sur le mois ou les 2 mois qui précèdent la compétition. Donc, est-ce que c'est résumé? Oui, c'est un peu résumé parce qu'ils ne font pas que ça, mais en tout cas, c'est une grosse pierre qui va, en plus de ce que j'ai cité précédemment, le volume, la fraction et le contrôle. Justement, on a donné des exemples, mais du coup, on enlève le double seuil parce que comme on a beaucoup cristallisé tout sur le double seuil, c'est un peu cristallisé tout. J'aimerais bien qu'on aille un peu sur ce qu'ils font à côté. À quoi ça ressemble? Est-ce que il y a d'autres blocs? Quels sont les différents piliers? Je crois que t'en as identifié plusieurs. Si on met le double seuil de côté, intéressons-nous au reste parce que finalement c'est ce dont on parle le moins et je pense que c'est intéressant que nous dans ce podcast on développe un peu qu'est-ce qu'il y a à côté si on enlève le double seuil. Oui, donc tu veux qu'on les prenne un peu un par un pour. Ouais, un pilier, ouais. Ok, d'accord. Alors le premier pilier, je l'ai dit, c'est le volume à basse intensité. Ça, c'est comme tout le monde. Oui. Pourquoi ça change? Tu vois, c'est le 80-20, c'est machin. Ouais, mais le 80-20 a des gros volumes quand même. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui font du 80-20, mais avec 100-120 km dans la semaine. Eux, pour un coureur de 1500 mètres, hein, on le répète, ils courent en moyenne 180 km par semaine. Enfin, en moyenne, grosso modo, dans leur phase de charge. Donc, et le but, comme je l'ai dit, comme le but, c'est de répéter les mêmes semaines, en fait, ils vont faire 180, 180, 180, 180. Je me souviens quand on avait eu Jimmy Gressy en podcast il y a quelques années de ça maintenant, au Semi de Paris, il nous disait qu'en fait, lui, qui est aussi un coureur de 10 000, 5 000, 1500, je sais pas s'il fait beaucoup de 1500. Ouais, bref. Il fait un petit peu de 1500, ouais, bien sûr, pour travailler finish. Ouais, en fait, il court moins que ça. Il fait moins, il disait qu'en gros en pic il était monté à 150-180 mais le reste il court 100-120 km dans la semaine et il compense avec une autre méthode. Donc de mon point de vue oui tout le monde le fait parce que de toute façon là statistiquement je veux dire, les études montrent que c'est... Enfin il n'y a pas trop de liberté d'interprétation. Comment est-ce qu'on interprète le 80-20? Ça c'est une autre question mais en tout cas une majorité de basse intensité aujourd'hui là c'est assez prouvé que c'est pas trop débattable. D'accord. Le deuxième pilier, c'est le bicotidien, donc c'est les 2 séances. D'ailleurs, est-ce qu'ils font que du double seuil en bicotidien? Alors, pas tout à fait, parce que si on regarde la logique, si on regarde la méthode norvégienne en entier, la semaine, ça va être 2 bicotidien. Donc bicotidien, juste, pardon, je définis, ouais. Juste pour que tout le monde sache, parce qu'on n'est pas tous à l'aise avec bon, c'est un peu tout simple, mais c'est 2 séances dans la même journée. Ouais, voilà. En fait, ils font du bicotidien tous les jours. Voilà, donc déjà, bicotidien tous les jours. Mais de toute façon, les 180 km, il faut les rentrer quelque part. Mais sur ce bicotidien, le mardi et le jeudi, c'est double seuil. Donc là, il faut s'imaginer, si on s'est envoyé 16 km d'allure semi-marathon, il faut le surlendemain être capable de se renvoyer 16 km. Donc on a intérêt à respecter les allures. Et c'est là où le fractionnement, pour les gens qui ont un peu des notions d'entraînement et qui ont testé plusieurs séances, se rend compte qu'à 2 jours d'intervalle, s'envoyer 2 fois 16 km allure semi, grosso modo, ça représente du volume. Et donc c'est là où ils vont voir l'intérêt de fractionner les efforts. Mais c'est pas tu te charges tellement que tu n'as plus le droit à l'erreur. C'est pas un peu ça en fait. Oui, exactement. Mais du coup, en fait, c'est une difficulté autre part.
Tu te ressens pas. Ouais, c'est que c'est pas une méthode plus simple. C'est Non, pas, absolument. C'est ça, parce que c'est aussi des fois, elle est un peu caricaturée dans ce côté-là. Oui, ils se font jamais mal, ils se font machin. Faut pas penser que c'est une méthode confort. Hein. Exactement. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Alors après, juste pour renvoyer au seuil, si je devais donner mon deuxième pilier, ça serait pas le bi-quotidien en tant que tel, parce que là, pour le coup, c'est un peu induit par le volume qu'ils font, mais ça serait plus la répartition pyramidale des intensités. Tout à l'heure, tu m'as dit, oui, mais tout le monde fait de la basse intensité, mais tu as différentes manières de répartir tes intensités. Tes 20% d'intensité, quelle que soit la manière dont tu calcules ces 20%, est-ce que c'est un nombre d'entraînements, est-ce que c'est des temps dans les zones, etc. Comment est-ce que tu les répartis ? Voilà. Si on regarde la méthode telle qu'elle a été développée originellement en Norvège, donc ils ont, je l'ai dit, mardi, jeudi, double seuil, et le samedi, ils ont une séance plus intense encore. Alors les frères Ingebretsen le font en côte, il y en a qui ne le font pas en côte, bref, en tout cas, il y a un aspect intensité pour aller chercher un autre facteur qui est important, et là qui est transméthode, qui est la variété. Ils vont chercher aussi de la variété, à la fois au sein du seuil avec des intervalles plus courts qui permettent de courir un peu plus vite, et avec des intervalles plus longs qui est un peu plus bas, et avec cette fameuse séance du samedi. Et comment est-ce qu'ils appellent ça ? Ils appellent ça le X Factor, il me semble. Le facteur X qui leur permet d'avoir le petit ascendant. marketing. Ah bah là. ils sont bons. Donc voilà, pyramidal, alors que typiquement, sur d'autres sports, comme je pourrais prendre par exemple des rameurs, allez, typiquement, puisque c'est un effort, un 2000 mètres, ça dure un peu moins de 6 minutes. Ils pourraient avoir des répartitions d'intensité beaucoup plus différentes, où en fait, au lieu d'avoir des doubles seuils, ils auraient que de la haute intensité. Très haute intensité. Pilier 3 ? Le pilier 3, ça reste quand même la mesure et le contrôle. Là, pour le coup, on peut pas... Tu l'as dit tout à l'heure, on est sur une ligne si fine. Ouais. Ouais. Alors, je suis assez... Voilà. Est-ce que ce qui mesure, à savoir le deuxième seuil, est-ce qu'en lui-même, c'est un critère suffisant ? Enfin, est-ce qu'il y a une catastrophe physiologique qui nous fait dire que c'est pile là où il faut s'arrêter ? Ça, je ne pense pas, mais en tout cas, c'est pile la bonne intensité pour s'assurer de ne pas en faire trop. Et d'ailleurs, on se rend compte que quand on regarde un peu les chiffres, c'est jamais une valeur précise, pour différentes raisons, parce que les valeurs dérivent d'une série à une autre, entre autres, mais ils vont toujours dire, voilà, il faut être entre... par rapport à ce qui est calculé en labo, donc déjà ça dépend aussi du test qu'on fait, mais il faut être entre 0,3 et 0,5 millimoles par litre en dessous de cette valeur-là. Donc en fait, on sent que même eux, ils ont une zone où c'est juste, voilà, il y a un cap et on est sûr de ne pas le dépasser. Et surtout, ce cap, il varie en fonction des jours. Parce que tu sais, si jamais tu es un peu déshydraté, tu vas être plus prone aux blessures que si tu n'es pas déshydraté. Si tu n'es pas en forme, un peu la même chose. Si tu es stressé, pareil. Et donc, comme c'est une gestion par un facteur interne de l'intensité, ça permet aussi de faire varier l'entraînement à la forme du jour. Ce qui, encore une fois, n'est pas le cas sur toutes les méthodes. Typiquement, je pars du principe dans la méthode que j'utilise, le but c'est de lisser les entraînements pour justement faire en sorte que quand ça va bien, tu vas être un peu plus lent, enfin, tu vas t'en garder sous le pied, et quand tu vas un peu plus mal, tu vas t'investir un petit peu plus. Donc en fait, les deux s'opposent, mais ne sont pas ennemis, on va dire. Le pilier 4, alors, je vais un peu essayer de deviner, mais on n'a pas parlé de renforcement musculaire, on n'a pas parlé de préparation physique générale, comme on appelait ça à l'époque. Est-ce que ce serait pas celui-là, le quatrième pilier ? Est-ce qu'il y a une culture de la musculation très forte, comme ça peut être le cas en ce moment en France, où on a une grosse culture, en tout cas depuis 2-3 ans, on a une grosse culture du renfo ? Alors, je sais que les frères Ingebretsen font du renforcement, ou en tout cas disent faire du renforcement. Il doit bien y avoir une ou deux vidéos où ils en font, mais j'ai pas l'impression que ça fasse partie essentielle de leur méthode. En tout cas, c'est pas ce qu'ils mettent le plus en avant, disons ça comme ça, c'est pas ce qui retransspire le plus, et c'est pas ce qui, d'après eux... Après, c'est pas le plus mince, c'est pas le plus... Il a quand même une morphologie, il est pas... Tu vois, il a... Ce que je veux dire, c'est que... Attends, Jacob, je parle. Hein. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont très fiers, quand ils parlent de leur méthode norvégienne, ils parlent jamais de renforcement. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que Alors, il y a deux solutions. Soit ils sont vraiment très très forts, ils savent que c'est ça le game changer. Et ils disent à personne, tu vois. Ouais, ça c'est possible. Ouais, mais c'est sûr. Soit, de leur point de vue, c'est pas la pierre et l'édifice qu'ils vont apporter au monde de l'entraînement, et donc ils sont plus fiers du reste. Je saurais pas dire. Les paranos font une idée, et les autres, les optimistes. Exactement. Les optimistes, mais les naïfs, non. Non, moi j'aurais plutôt mis le clustering. On a parlé en long, en large et en travers, mais pour moi le clustering c'est vraiment l'un des piliers principaux qu'on retrouve dans leur méthode. Alors il faut savoir, le clustering c'est pas eux qui l'ont inventé, hein. C'est juste ils l'ont adapté au monde de l'endurance, mais la notion de clustering, il me semble de tête que c'est né dans les sports de force.
où en fait au lieu de faire 5 répétitions, on va faire 5 fois une répétition avec 10-15 secondes et les impacts en fait sur le système nerveux, etc. Bref, sont différents, ça permet de mettre plus lourd, machin. En fait, au final, on revoit la même chose. Le fait de clusteriser permet soit de mettre plus lourd, soit de courir plus vite, soit d'en faire plus. Le 5e et dernier pilier, Tristan ? Alors, le 5e et dernier, là, c'est plus subjectif, c'est la culture, on va dire, vis-à-vis de à la fois la rigueur et la régularité. Là, il y a vraiment un truc un peu stakhanoviste c'est tous les jours où il faut répondre présent à l'entraînement et il faut jamais sortir faut jamais sortir du rang parce que ça sera au détriment des prochains jours. Et en fait, il faut juste se présenter encore. Et toute leur méthode, en fait, repose sur la constance. Parce que comme ils vont pas au carton, s'ils n'ont pas cette constance derrière, ça devient moins optimal. C'est fascinant parce que voilà, en fait, c'est vrai que c'est un mélange de plein de choses. Ils reprennent certains patterns qu'on retrouve. C'est un mix. On voit que ça a été quand même poussé autour de tout ça. J'aimerais quand même qu'on s'attarde, moi, sur le cas un peu de Jacob Ingebrigtsen et sur cette famille aussi, parce que c'est évidemment aussi en partie grâce à eux que cette méthode elle a été popularisée. Il y a un excellent billet de blog de Maxime Lopez où justement il parle un peu du film. Je sais pas si tu as vu la série. Je crois que c'est Team Ingebrigtsen. Ils ont fait une série à eux. Hein. Attention, quand même, parce qu'en Norvège, c'est des stars. Hein. Mais ils ont une émission un peu. Les Kardashians, mais version running, quoi. Donc voilà, vous pouvez la trouver. Je crois d'ailleurs qu'elle est sur YouTube. Team Ingebrigtsen. Et c'est vrai que. Et c'est ce que je disais dans cet article, et ce qui moi aussi m'avait sauté aux yeux, c'est qu'on les voit quand même beaucoup au niveau de la nutrition. Alors tu disais, ils faisaient pas de renforcement musculaire. Alors nous, on a un culte en ce moment sur le renfo. Alors attention, c'est bien de faire du renfo, hein, c'est pas ce que je dis. Et sur la nutrition aussi, on voit que ça boit des coca, ça mange des Twix, ça, tu vois, c'est. Alors encore une fois, attention, ils vont pas se bouffer des McDo ou des trucs comme ça, mais on voit quand même que ça n'a pas l'air d'être le pilier central. Enfin, en tout cas, ils ont une approche différente, l'impression que j'ai, assez calorique de la nutrition et beaucoup moins sur manger des graines, entre guillemets. Du coup, comment est-ce que... voilà, ça paraît être un peu une contradiction, tu vois, avec ce côté de très rigueur, très discipline et tout, quand c'est vrai que c'est... Enfin, moi, ça m'avait aussi sauté aux yeux, mais j'étais pas le seul, visiblement, qu'ils mangent des barres de chocolat et qu'ils boivent du soda, quoi. Là, il faut vraiment penser à la balance calorique. On dépense une certaine quantité de calories et on en prend une certaine quantité. Et quand on s'entraîne 2 fois par jour, quand on a des entraînements, comme je l'ai dit, on est à 12, 14, 16 km d'allure quand même relativement soutenue, la dépense calorique est énorme sur le corps et il faut compenser. Et manger que des aliments sains. Il me semble que tu avais reçu Nouchka sur le podcast. Ça commence à devenir difficile au bout d'un moment. Or, il y a plus de détriment à ne pas manger assez que à manger des trucs moins sains. Je répète juste ça. Il y a moins d'effets négatifs à compenser son déficit calorique avec des choses moins saines que de pas manger assez. Ouais. C'est-à-dire si tu manges healthy mais avec pas suffisamment assez de calories, exact. Ce sera plus dangereux pour ton corps que si tu manges suffisamment de calories en complétant avec un petit Snickers, un petit truc par-ci par-là. C'est ça que tu veux dire. Exact. Et jusqu'au point où, alors là, c'est pas l'entraînement, c'est pas l'entraîneur de Ingebrigtsen, mais c'est Alex Olavbu, l'entraîneur ou l'ancien entraîneur, je sais pas s'il est encore entraîneur de l'équipe norvégienne de triathlon, où en fait lui quasiment parlait de l'entraînement non pas en watts, non pas en vitesse, etc., mais en calories. En disant aujourd'hui, ils ont un entraînement à 4000 calories. Mais c'est pas du tout bête de fonctionner comme ça. Réellement, c'est pas du tout bête. Et alors, il y a un autre effet qui se coule, c'est que, alors, surtout en triathlon, et c'est peut-être pour ça qu'il en parle plus en triathlon qu'en course à pied, c'est que scientifiquement, on aurait trouvé une limite d'adaptation ou une limite. Dans l'ultra, c'est pareil, ça exact. Dans l'ultra, ça fait qui est qu'en fait, on ne peut pas sur le très long terme assimiler plus de 3 fois la dépense énergétique de base. Donc, par exemple, si de base on utilise entre 2000 et 2500 kilocalories, en fait, sur le très long terme, on ne peut pas dépenser tous les jours plus de 6000, 7500. Ce qui paraît totalement gigantesque pour n'importe qui. Ouais, mais pas sur un ultra. Hein. Mais pas pour des triathlètes, pas pour des ultra-trailers. Et alors, eux, 180 km, ça devrait aller encore. Mais tout ça pour dire que la notion calorique peut devenir limitante. Et d'ailleurs, pour lui, ce sera même un facteur limitant de la performance. C'est-à-dire on ne sera pas capable d'aller plus de, 18 heures sur un UTMB, puisque
caloriquement, pour aller à ce truc-là, il faudrait 10 000. Qui dit Et ça comme on est capable d'en faire que 8 000, c'est le premier facteur limitant de la performance. Alors, je sais pas si c'est ton entraîneur, mais c'est quelque chose que j'ai lu moi. Disant que ça sera le premier facteur de performance, ce sera le fait qu'on ne pourra pas assimiler autant de calories, notamment dans une étude que j'ai vue sur l'ultra, justement, sur, je crois, jusqu'où on pouvait aller à l'UTMB. Il disait que le fait qu'on ne pourra pas manger autant de calories fait que ça sera limitant. Alors, faudrait voir jusqu'où s'étend cette règle, parce que oui, la règle a le mérite d'exister, mais a très certainement des limites. Donc, typiquement, c'est plus pour des excusez-moi pour les ultra-trailers, c'est plus pour des vraies Tu vas te faire des amis encore. C'est plus pour des vraies clippé. épreuves d'endurance, genre la traversée, genre la Rosocross américaine. Pour la chasse aux champignons, hein. Non, mais sur des épreuves qui vont durer 10, 15, 20, 30 jours. Oui, mais tu sais que... Oui, d'accord. C'est plus ça. En fait, Oui. là Parce que l'UTMB, il y a quand même qu'il y a un gros niveau de performance maintenant. Non, mais c'est pas, ça a changé le trail. C'est pas ce que je veux dire. On n'est plus en 2012, tu sais. C'est chiant. Ce que je veux dire, c'est que l'UTMB, ils sont devenus tellement forts que c'est trop court pour être limité par ce facteur-là. Oui, d'accord, ouais, je comprends. C'est ça que je veux dire. Mais oui, après, ça dépend. Parce que combien de calories... Honnêtement, je sais pas l'UTMB, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, peut-être, mais pas pour une diagonale où tu as 175 Parce que là, la différence, c'est pas qu'on est incapable de consommer plus. C'est que sur le long terme, quand on fait une moyenne, sur une semaine ou sur un mois, c'est là où le corps est pas capable. Donc, il y a un jour où on peut dépenser 9 000 et l'autre jour, on va dépenser 5 000 et les deux vont se compenser, en fait. Mhm. Donc, c'est plus la durée sur la moyenne. C'est pour ça, 18 heures sur UTMB, en fait, en 18 heures, tu peux dépenser beaucoup plus. Alors, est-ce qu'il y a une limite maximale ? Très certainement, mais c'est pas lié à cette règle-là, je pense. Alors, pour arrondir les choses, ce qu'on vous dit, c'est pas ce que fait c'est pas la méthode norvégienne. Ils mangent pas des fast-food tous les jours. L'idée, c'est de se dire, on va manger sainement à 80% des cas, on va manger sainement dans la plupart des cas, mais comme on a besoin d'apports caloriques rapides, facilement assimilables, et puis réconfortants, parce que finalement aussi, je pense que dans une barre de chocolat, t'as ce côté rassurant, t'as ce côté très facile à digérer, t'as ce côté très pratique aussi, parce que tu mets dans une poche, tu peux l'avoir, tu vois, t'as ce côté réconfortant aussi, donc tout ça, c'est aussi des facteurs qui sont importants dans la performance. Donc l'idée, c'est de se dire, on va avoir une base qui est très saine, et à côté, on peut s'autoriser quelques petites choses, parce qu'en fait, c'est des calories faciles. Moi, c'est ce que souvent quand je parle à des athlètes, et ce qu'ils me disent quand je dis mais pourquoi tu manges du coca et tout, c'est regarde, c'est une calorie facile. Oui, en 5 secondes, réconfortante, accessible, facilement assimilable. Et je pense qu'il y a un facteur supplémentaire qui est la proportion du bol alimentaire. 8000 kilocalories avec du riz, du poulet, des haricots verts, c'est ingérable. une quantité Mais même, gigantesque. Mais même quand t'es en marathon, franchement, donc, tu vas faire 3500 calories avec des légumes, bon courage. Hein. Ouais, c'est-à-dire que si le but c'est de manger suffisamment, il faut que ça soit mangeable. Et donc, moi, j'attends de les voir manger 8000 kilocalories tous les jours de la semaine à base de poulet, de riz. C'est juste impossible. De riz d'Inde. Et donc, comme pas manger suffisamment, c'est un facteur limitant de la performance, comment vous faites ? Eux, ils ont trouvé ça, et on attend ceux qui sont pas contents, on attend votre solution pour y arriver. Alors, ce qui est intéressant dans cette série, c'est justement ce qu'on parlait tout à l'heure d'état d'esprit. Parce qu'il y a quand même la méthode norvégienne, mais il y a l'état d'esprit, il y a le mindset norvégien, on va dire. Et là, on voit quand même que chez eux, il y a une très grande discipline. On en parlait tout à l'heure, on avait un peu décrié le papa et toutes les dérives qu'il y avait autour, parce que c'est quand même, c'est quand même de la forme de maltraitance aussi. Il a été condamné. Enfants. Voilà, enfin, il n'a pas été condamné. Alors, il a été condamné très peu. Après, on va pas rentrer dans les détails. Mais oui, en effet, tout le monde a porté plainte, les 4 enfants, et il y en a 2 ou 3 où il n'y avait pas assez de preuves. Voilà, il n'a pas été innocenté, mais ça, c'est le problème dans la justice. Oui, mais il a quand même été condamné pour un acte sur. Oui, un acte sur, je crois, sur un coup avec une serviette pour sa fille, parce qu'il a voilà. Mais, exact. Mais c'est le problème, c'est parce que c'est souvent la parole contre la tienne, et que quand tu vis, et c'est tout le principe. Est-ce que tu crois les victimes, Guy ? Bah oui, je crois les victimes, mais c'est le problème. Mais non, mais c'est le problème, c'est que. S'il y en avait qu'un sur les 4 et qu'il n'y avait pas de preuves, bon bah là, mais quand t'as les 4. Alors, parce que ça veut pas dire qu'il est coupable, ça veut pas dire qu'il est innocent non plus. Exact. Faut pas dire, parce que souvent on se dit, voilà, quand il y a un non-lieu en France ou. Alors, je sais pas, je suis pas un spécialiste du droit, donc je vais pas dire des termes que je ne maîtrise pas. mais voilà, c'est pas parce qu'il a pas été reconnu innocent en tout cas. Voilà, mais donc après, et ça c'est un problème avec les victimes, malheureusement, que ce soit dans les victimes physiques, les victimes des violences sexuelles aussi, ou ce genre de choses, où malheureusement, c'est souvent la parole contre la sienne. Donc ça, c'est les limites de la justice, on va dire. Et heureusement aussi qu'on peut pas être en prison parce que il y a demain, je dis quelque chose qui est là. Donc c'est malheureusement les forces et les faiblesses de la justice. Mais voilà, il y a eu des limites, mais en tout cas, ce qu'on voit quand même, parce que du coup, on rentre un peu dans leur quotidien. Alors c'est romancé, c'est storytelling, je sais, mais on voit quand même qu'il y a une forme de discipline, il y a une forme d'habitude pour eux. En fait, en clair, ils se posent même plus la question. C'est un peu comme se brosser les dents. Ils vont s'entraîner. Il y a une forme d'automatisme qui est très présent dans cette méthode norvégienne. C'est un peu,
Et c'est un peu ce qui moi, me sortait des yeux avec cette famille, c'est que tu voyais des jeunes avec un peu des mentalités d'anciens, quoi. C'est vrai que, normalement, les jeunes, ils s'entraînent pas comme ça, quoi. C'est plutôt les mecs qui sont un peu des routards, des trailers, des mecs qui ont 30, 35 ans, qui ont une certaine habitude, qui ont une certaine discipline. C'est rare de voir des jeunes faire ça de 20 ans. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de miracle. C'est du travail bien fait intelligemment et dans la continuité. C'est-à-dire vraiment ce logique, se dire, on va avoir une planification sur 5 ans. Et on voit avec la famille où son papa, dès le plus jeune âge, les a formés. Donc ça, c'est vrai que c'est cette culture-là aussi. Oui, mais est-ce que c'est propre aux Norvégiens ? Pour moi, ce qui est propre à cette méthode, c'est le fait d'accepter de ne pas aller à fond pour aller à fond différemment. On l'a dit tout à l'heure. Mais si tu regardes les sœurs Williams et que tu regardes le plan de carrière qu'a eu son père pour elle et que tout a été rempli pile poil, je n'ai pas l'impression que ce soit différent. Là, en ce moment, il y a une grosse hype sur les Dagestanais en MMA à l'UFC. Ouais, enfin, ça finit mal quand même avec les familles, hein, que ce soit les Williams ou les... Tu vois, ça... Oui, mais bon, si tu prends Tiger Woods, il s'entend pas très bien avec son père non plus. Et oui, en fait, il y a quand même aussi... Oui, mais du coup, il y a l'humain derrière. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est pas la notion de est-ce que c'est norvégien, est-ce que c'est pas norvégien, c'est qu'est-ce que ça coûte d'être champion olympique. Est-ce qu'on peut devenir champion olympique en n'ayant aucun traumatisme? Ça, c'est une question, mais c'est-à-dire que c'est plus ça, c'est quel est le coût de la surperformance, mais qui n'a rien à voir avec la Norvège. Quid du surentraînement aussi, du burn-out sportif, parce que tout ça, c'est quand même très engageant. Il y a quand même beaucoup de courses, il y a quand même... On parlera tout à l'heure justement de si c'est adaptable à coureur amateur et qu'est-ce qu'on peut piquer ou pas à cette méthode. Mais est-ce que c'est pas aussi une méthode qui peut conduire au burn-out sportif ou au surentraînement, ce genre de choses? Mais comme plein de choses. Dans les là, oui, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, à ce moment-là, Justine, on fait plus rien. Oui, en effet, il va y avoir des phases dans votre vie où vous allez devoir vous retrousser les manches, ça va être dur, va falloir. Oui, non, mais il n'est pas question de ça. Il est question de se dire, est-ce que ce que je fais est donc ok, c'est une logique très long-termiste, machin, mais qui implique une abnégation profonde. Est-ce que ça, je vais pouvoir le tenir? Est-ce qu'on a vu Haile Gebrselassie, on voit aussi la longévité de Kipchoge. Voilà, s'il est aussi long, c'est finalement il a une forme de plaisir et il a une forme d'épanouissement ce qu'il fait. Est-ce que la méthode norvégienne, est-ce que Jacob, on le verra avec une carrière de Eliud Kipchoge, tu vois, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est tenable sur du long terme et quel impact ça va avoir sur la santé mentale de ces gens qui vont dans cette logique-là jusqu'au bout? C'est la question que c'est pas une, voilà. Est-ce que c'est pas, je dis pas que si tu fais une méthode norvégienne, tu vas avoir des problèmes de santé mentale, mais est-ce que c'est pas un facteur à risque d'avoir des problèmes de santé mentale? Alors, la méthode en elle-même, je ne pense pas. En plus, surtout que je l'ai dit tout à l'heure, mais la méthode norvégienne n'est pas à plein d'égards différente de la méthode kenyane. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est à quel point est-ce que... mais la méthode kenyane, je te coupe, désolé, le dimanche, ça s'entraîne pas. Ouais. Il y a une notion de jour de récup, de coupage, ils font beaucoup de volume, mais il y a quand même une côté, et il y a une approche très, c'est mon boulot, c'est pas ma vie. Tu vois, ce que Jacob et Revessen, c'est leur vie. Le soir quand ils rentrent, le matin quand ils se lèvent, c'est les Kenyans, ils ont une approche très professionnelle, c'est très du job. Ils font un boulot, tu vois, mais ils vont... Je sais pas, parce qu'ils ont... Après, là, je m'y connais moins que toi et je m'y connais moins que peut être Fred en Éthiopie, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un aspect très communautaire. Oui. Et en fait, c'est plus là où ils vont compenser. C'est-à-dire que oui, ils sont pas au travail, mais ils sont avec leurs proches. Ouais. En fait, tout le monde court. Alors oui, mais le dimanche, t'es pas au travail. Pas du tout, il y a des récupères, tu vois, il y a pas... Alors la question c'est est-ce que les religions monothéistes depuis 2000 ans ont eu raison d'imposer Shabbat ou le dimanche ou le vendredi pour bref, est-ce que c'est ça qui ont raison? Ça je sais pas. Est-ce que là je te rejoins sur ça, la question de est-ce que même à haut volume garder un jour de repos peut avoir des effets sur long terme? Non mais couper aussi, pense à autre chose. Tu vois, les Kenyans, c'est leur force, c'est qu'en fait, ils n'ont pas que la course à pied dans leur vie, puisque c'est leur boulot. Alors je pense que la méthode norvégienne n'empêche pas de penser à autre chose. Je sais pas, moi, les mecs qui font ça, c'est des mecs qui sont très juste-boutistes, qui sont très... Après, c'est parce que ça attire... Je pense que si tu t'entraînes, parce que là, en plus, je sais pas s'ils s'entraînent avec un groupe d'entraînement, mais si tu es avec un groupe d'entraînement, comme que peut être au Kenya, où tu es à 10, 15, tu t'entraînes ensemble, tu manges ensemble, tu vas juste dormir, et tu as d'autres sujets que l'entraînement en dehors de l'entraînement. Après, il faut quand même avoir conscience que quand tu ne fais que t'entraîner et récupérer, oui, tu peux avoir des passions, mais tu vas pas les pratiquer aussi intensément. Et donc, de la même manière que je fais un aparté pop culture, mais je regardais Yellowstone, et en fait, ils sont à table, ils commencent à parler boulot, et le mec il dit on parle pas boulot à table. Ils se sont dit de quoi on parle puisque c'est toute notre vie de travailler. Donc il y a aussi ça un peu. Je pense que
il y a plus l'aspect social qui va jouer plus que est-ce que je pense qu'à ça. Tu penses qu'à ça si t'es tout seul. Et peut-être que le fait d'être en famille est trop limitant. Mais si c'est dans une culture beaucoup plus globale, telle que ça peut être au Kenya, je pense qu'il n'y a pas de raison. Et c'est pas parce que le frère Ingebretsen va s'arrêter à 23 ans en burn-out que ça veut dire que la méthode n'est pas utilisable autrement et réutilisable. D'accord. Non, mais merci de pondérer ce que je dis et pour voilà, c'est hyper intéressant. Nous, les coureurs amateurs et les coureuses amatrices, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prendre? Est-ce qu'on peut dupliquer cette méthode, même en tant qu'amateur? Amateur, évidemment, j'entends, qui est à la recherche de chronos, de records personnels. Est-ce qu'on peut peut-être picorer certaines choses? Ou est-ce que tu nous, quand même, déconseilles cette méthode-là? Est-ce que toi, à travers Campus Coach, c'est des choses que tu as agrémentées? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ça? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut réutiliser. Alors, par exemple, je te prends un exemple qui est sur campus, mais les intervalles avec beaucoup d'intervalles et des durées d'intervalles très très courts, on en a sur campus parce que ça rajoute de la variété. La variété étant l'un de nos piliers de l'entraînement avec la progression, la spécificité. Donc oui, tu peux avoir des trucs un peu à la marge comme ça de 1. De 2, on peut utiliser la notion de clustering, par exemple, sur un retour de blessure où tu as... des créateurs de méthodes tels que la clinique du coureur qui eux vont suggérer le clustering pour la reprise quand des reprises classiques ne fonctionnent pas. Donc au lieu de reprendre en ayant par exemple 3 entraînements dans la semaine et en essayant de courir 5-10 minutes, en fait on va courir 1 minute tous les jours, puis 1 minute ou 2 minutes 2 fois par jour, et en fait on va essayer de clusteriser l'entraînement le plus possible. C'est des bonnes méthodes, je trouve. Exactement. Et aujourd'hui, une méthode pour les amateurs qui n'existent pas encore, mais qui pourrait exister, c'est de dire typiquement, qui n'existe pas pour des raisons logistiques, vous allez voir, vous êtes blessé, en fait, peut-être que faire 10 fois une à VMA, c'est pas possible, mais peut-être qu'en fait, vous auriez pu faire 5 fois une, et puis si vous étiez reposé 4-5 heures, vous auriez pu refaire 5 fois une, et en fait, vous auriez pu avoir le même temps sous tension sans déclencher votre douleur, et donc on pourrait clusteriser de cette manière-là. La différence, c'est que les gens bossent, quand même, faut le dire. On n'est pas norvégien. Mais ça pourrait, voilà, après, par exemple... On n'a pas un puits de pétrole dans le jardin. En course à pied, les entraînements sont quand même relativement courts, mais si je prends par exemple à vélo, quelqu'un qui a que 1h15 admettons, on met 2 fois dans la journée, il pourrait fractionner son effort. Ça pourrait, en tout cas, la notion de clustering est ultra intéressante et réutilisable. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre? Le double seuil, est-ce que c'est applicable pour les amateurs, tu conseilles? Ou le bicotidien, même à la rigueur? Alors le bicotidien, oui, à partir du moment où on s'entraîne beaucoup, ça va être utilisé. Est-ce que le double seuil... En fait, le double seuil, pour moi, c'est... quand une séance n'est plus suffisante et que la séance deviendrait trop en termes de volume dans la séance, oui, on peut commencer à en faire 2. Je vois pas de... Mais ça serait... C'est comme si tu remplis un vase et quand le vase est plein, tu commences à... Ouais, d'accord, mais ça n'a pas de sens si on... Et donc, du coup, ça concerne une minorité de coureurs. Sauf dans une logique de variation. En tout cas, ça veut dire qu'il faut être capable d'encaisser une grande quantité d'intensité et ça ne passe qu'avec des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui ont des hauts volumes déjà. D'accord. Parce que si on court 40 km dans la semaine, l'entraînement que vous allez faire, je veux dire, si on le divise en 2, là, on divise un grain de riz en 2, quoi. S'il y a des bêtises que tu entends sur la méthode norvégienne, j'imagine que tu as vu qu'il y a plein de podcasteurs, de créateurs de contenu, d'influenceurs qui en parlent. Alors, est-ce que tu as des bêtises, des choses un peu fausses que tu entends qui t'hérissent un peu les poils et que tu voudrais débunker, ou les erreurs peut-être, les idées reçues qu'on peut avoir? Voilà, si t'en as, si t'en as pas... Ouais, je veux en avoir 2 ou 3. Le premier, c'est de penser en effet que le double seuil, c'est magique. En fait, leur méthode fonctionne extrêmement bien. Là, on peut pas la remettre en question. Et dans cette méthode-là, il y a du double seuil. Donc en fait, si vous voulez utiliser le double seuil en utilisant l'intégralité de leur méthode, je suis quasiment sûr que vos performances seront au niveau. Mais le double seuil en lui-même n'est pas un élément magique en soi. Je pense qu'on l'a vu en long, en large, en travers dans le podcast. Quels sont les intérêts qu'apporte le double seuil? Mais en dehors de ces avantages-là, sauf un avantage de variété, parce qu'on a voulu se faire plaisir sur une séance, voire faire comme les copains, pourquoi pas, hein. Parfois, le plaisir, ça a toute sa place dans l'entraînement. Mais en lui-même, pas forcément de grand intérêt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée reçue? Le fait de dire que c'est une méthode extrême. Je pense que la différence, c'est qu'on peut entendre le mot extrême comme nous en tant que Français, c'est-à-dire des entraînements à bloc, au carton, etc. Alors que eux, l'aspect extrême de leur entraînement est dans leur régularité, on l'a dit tout à l'heure.
Et le dernier, ça serait à la limite sur la prise de lactate, où en fait, ça serait impossible de faire une méthode norvégienne sans prise de lactate. Or, et je pense que le blog de Bacon sur cette question nous donne une piste, en tout cas, pour dire que le lactate compense le manque d'informations qu'on a sur notre corps avec un manque de sensations. Mais qu'à bonne sensation, et si on s'écoute vraiment et qu'on est totalement imperméable aux influences sociales, une influence, on n'aurait limite pas besoin de ça parce qu'on arriverait à se contrôler. Donc voilà, mes 3 petites idées reçues. Je dirais, est-ce que toi t'en vois d'autres ? Bah non, je pense que tu les as bien Ok. détaillées. Moi, je pense que c'est intéressant et voilà quoi. Donc, ce que je te propose, écoute, maintenant qu'on a bien balayé ce sujet, c'est qu'on passe à la rubrique lifestyle, puisque tu sais qu'en 2026, la rubrique lifestyle C'est pas vrai. fait son grand retour. Voilà, Ok. les auditeurs les plus anciens, comment on les appelle, les anciens, les anciennes, savent qu'il y avait la crois qu'on rubrique lifestyle au tout début du podcast. Je crois que T'étais même pas là tu veux encore, que je te c'était dise- Fred. Non, tu veux que je te dise ? Ah oui, alors il y avait ça, Ouais, mais on l'a fait dans la tête d'un triathlète. ouais, on l'avait fait certainement. On l'a pas fait dans la tête d'un coureur. Ouais, voilà. Et là, bah, ce sera voilà, les premiers. Alors, voilà, écoute, ce que je te propose, si t'es OK, c'est qu'on passe. Et bah c'est parti. Eh bah, c'est parti, jingle. L'instant lifestyle, eh bien, chaque mois dans DLTDC Originals, on vous propose eh bien, les petits gadgets, les petites nouveautés, les choses à avoir, un peu une rubrique lifestyle, donc les livres à lire, les films à regarder. Et eh bien, pour cette rubrique, on a parlé de la méthode norvégienne, mais la récupération, évidemment, elle est essentielle dans Absolument. la méthode norvégienne. Et donc, est-ce que tu sais ce que j'ai là entre les mains ? Est-ce que tu connais un peu ces Alors ça, outils ça c'est un brassard cardiaque, j'imagine. Pas tout à fait, Ok, voilà. parce Alors, que- il a dans les mains, pour ceux qui nous écoutent, le Polar Loop. Alors, parce que, enfin bref, je sais que Polar a un brassard cardiaque que mon collègue Nico Running Addict aime beaucoup, donc ça y ressemblait. Ça, c'est. J'ai lu le nom, donc je sais. Voilà, maintenant, mais alors là, il a je le savais pas. Garmin Index Sleep Monitor et là, le Wissing Sleep Analysator. Je sais qu'ils font des balances, mais j'ai pas le. Donc là, qu'est-ce qu'on a en fait ? C'est très simple. La rubrique, je l'ai dédiée sur les trackers de sommeil. Pourquoi ? Parce que moi j'ai eu un bébé, j'ai eu cette chance-là qui a 2 ans et qui a fait ses nuits à 22 mois. Donc j'ai pas dormi, voilà, pendant 22 mois. C'était sympa, on s'est éclaté avec mon épouse. Et donc maintenant que enfin ma fille fait ses nuits, j'ai une boulimie de dormir. Et donc je me suis dit, je vais Donc, ça essayer. c'est à toi, en fait. Je vais essayer de quantifier. Donc, pas tout est à moi. Alors, je précise que c'est pas une collaboration commerciale, qu'on m'a prêté pour cette rubrique et pour ce testing des outils, mais que je vais les rendre. Donc, je suis complètement libre dans ce que je vais dire. Et donc, moi, ma question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je monitorise mon sommeil ? La qualité de mon sommeil, est-ce que je me réveille ? Est-ce que tu vois ? Parce que comme ma fille pleurait au milieu de la nuit, je me réveillais beaucoup et donc j'avais beaucoup de micro-réveils. On dit souvent que c'est pas la quantité de sommeil qui compte, mais c'est la qualité du sommeil. Et donc je voulais savoir un peu monitorer tout ça et aussi me challenger à me coucher plus tôt parce que dans l'idée, c'est aussi de me dire, on passe beaucoup de temps sur les écrans et tout. Donc en plus de mesurer, je me suis dit, ça va m'inciter à avoir une meilleure qualité de sommeil, à m'endormir plus vite et ça va me motiver, me challenger. Ce qui est vrai, ça a marché. Ouais. Spoiler alert. Mais par contre, comment je monitorise ? C'est la question. Et là, j'ai 3 solutions différentes. Le premier, c'est oui. Alors, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Moi, j'ai testé les 3. Je vais vous donner mon avis. Et les points, les avantages. Jacob, il utilise lequel, lui ? Je sais pas. Je sais même pas s'il l'utilise, mais je pense qu'il y a énormément de coureurs l'utilisent ça. Le premier, c'est le Wissings Speed Analyting. Ce qui est sympa avec cette technologie-là, c'est que c'est quelque chose qu'on met sous le matelas. Donc, il n'y a pas de côté, pas intrusif, parce que je sais pas, vous mettez le capteur, mais vous avez compris, c'est pas le mot que j'ai utilisé, mais il y a pas une montre à avoir au poignet, vous avez rien sur le corps. Vous mettez ce sleep analyzer. Non, c'est pas si grand que ça, tu vois. C'est pas si on mettra des petits screenshots à l'écran. C'est pas si grand que ça. Et ça, tu le mets sous le matelas. Sous le matelas. C'est sous le matelas et tu mets la bande alors c'est pas en long comme je pensais, c'est en large et tu le mets au niveau de la poitrine parce que ça prend ton cœur aussi. Et ce qui est bien. Attends, il fait quelle épaisseur ton matelas ? Souvent, non, matelas, et jusqu'à un certain nombre d'épaisseurs, c'est dit dans la notice. Moi, ça Ok. rentrait. Donc, déjà, j'ai un beau matelas. Bon, c'est pas un matelas, je sais pas, 3 matelas. Si vous avez un surmatelas, un matelas, c'est un peu compliqué. Mais moi, sur un bon matelas de qualité, ça passait sans problème. Et en vrai,
j'ai mesuré aussi, la fréquence cardiaque est plutôt bonne. Donc ça, c'est génial, vous le mettez en dessous. Et du coup, vous n'avez plus à y penser. Ça se branche, il faut une prise à côté de votre truc, de votre table de nuit, voilà, vous le branchez et vous n'avez plus à y penser. Et même sur un lit double, c'est que pour une personne. Donc si vous dormez à deux, chacun peut avoir le sien ou juste que vous et pas l'autre. Donc ça, c'est génial. Et en plus, avec WeSing, comme c'est des gens qui viennent du milieu, c'est une start-up, tu vois, c'est pas des gens qui viennent du milieu sport, c'est des gens qui sont digital natifs. Donc l'application, elle est incroyable. Elle est payante, malheureusement, mais elle est incroyable en termes de data et tout. Ils ont poussé le truc au fond. Le seul problème pour moi, parce qu'il y a un problème, c'est que quand vous allez, moi je lis beaucoup au lit, donc des fois je me pose le week-end et tout, il ne sait pas identifier est-ce que vous faites de la lecture ou est-ce que vous êtes en sommeil. Donc c'est vrai que vous allez devoir retravailler un peu et repondérer un peu toutes ces données. Voilà, ce qui est un souci, voilà. Et ensuite, après évidemment... Et qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit combien de temps t'as dormi? Ça te dit combien de temps t'as dit? Et surtout, est-ce que t'étais en sommeil léger, sommeil profond? Est-ce que t'as bougé? Est-ce que toi, tu t'es réveillé? Est-ce que toi, d'un point de vue empirique, tu vois une corrélation entre quand tu te réveilles en étant frais, il te dit que t'as bien dormi, oui. et quand tu te réveilles éclaté, il te dit que t'as mal dormi? Ouais, quand même. Il va noter, il va quantifier, puis il va faire aussi des moyennes sur la semaine. Voilà, de toute façon, généralement, quand tu passes, tu sais, ces moments où t'as l'impression que tout le monde te saoule, c'est pas possible. Tout le monde... Alors du coup, moi, ma question, c'est que t'as mal dormi souvent. Ouais, mais est-ce que quand on dort mal, on s'en rend compte? En général, quand tu te réveilles... non, parce que si tu as fait des micro-sommeils, si tu as fait des micro-réveils, parce qu'en fait, moi, vu que je me suis beaucoup réveillé dans la nuit à cause de ma fille, j'avais tendance à naturellement me rendormir. En fait, tu t'en souviens pas. Et tu t'en souviens peut-être de quelques-uns, mais en fait, tu vas te réveiller, tu vas te rendormir donc dessus. Ça te dit, tu t'es beaucoup réveillé, donc là, tu te... Voilà. Qu'est-ce que t'as mis? T'as mis des petites boules caisses en... Non, c'est pas... Tu te réveilles pas moins. Mais non, tu as des micro-réveils parce que tu es habitué des fois à... Ouais, mais... Tout le temps, tu as des micro-réveils, tu le sais même pas, si tu le quantifies pas. Ce que je veux dire, c'est si tu t'en es rendu compte, qu'est-ce que t'as changé? Est-ce que ça t'a fait changer quelque chose dans ton quotidien? Non, ça permet d'avoir une prise de conscience. Juste tu le sais, ok. Voilà, ça permet d'avoir une prise de conscience. Tu dors pas mieux, mais tu sais que tu dors mal. Non, mais après, si vraiment ça craint, tu peux mettre en place des choses et tout, et voir un machin. Ça permet il y a beaucoup de gens qui font l'apnée du sommeil aussi qui utilisent ça. Voilà, si vous avez des parents, des machins qui ont ou des gens autour de vous, ça peut aussi être une solution. Tu vois, tu quantifies, tu analyses et ça te challenge aussi. C'est intéressant de savoir, d'avoir un diagnostic. Moi, j'aime bien. Vraiment, ça m'aide. Après, je peux comprendre ça. Ensuite, du coup, si vous voulez pas avoir ce problème de je lis un livre, donc il va penser que je dors, vous avez ces brassards. Alors là, la différence, c'est que c'est des brassards Garmin. Ça se met, donc c'est pas à la montre, c'est pas une montre, ça se met au niveau du bras, un peu comme les capteurs comme on a à fréquence cardiaque, sauf que là, c'est vraiment pensé pour la nuit. Et là, donc vous allez le mettre. Donc là, pour le coup, vous le mettez le matin, vous l'enlevez, donc même quand vous chillez, moi des fois je chill un peu le week-end, je reste au lit, du coup là dès que j'ouvre les yeux, je sais que je vais pas me rendormir, je l'enlève, donc là vous n'avez pas à retravailler derrière. Donc hyper intéressant. L'application Garmin aussi, c'est des gens sérieux, donc voilà, c'est quand même assez bien fait et tout. Alors vous n'avez pas la précision qu'on va avoir sur WeSing, je préfère le dire. Moi je préfère un peu quand même l'application, mais par contre vous avez quand même une meilleure maîtrise et vous perdez moins de temps. Donc si ça vous gêne pas d'avoir un brassiard, et si vous y pensez aussi, parce que le problème c'est que ça vous y pensez au début, puis après vous oubliez. Donc, mais si vous êtes sérieux, machin, ça peut être une solution sympa. Moi, c'est pas celle que j'ai privilégiée, mais c'est sympa. Ensuite, on a une autre technologie qui est plus classique, c'est Loop. Ça, c'est Polar Loop qui font ça. Alors, ça a été aussi, c'est une marque américaine qui a fait les bracelets, tu sais, avec les basketteurs, tous les footballeurs, ils utilisent ça. Alors, moins nous pour les sports d'endurance, mais dans les sports co, c'est une marque Whoop, je crois que c'est Whoop. Ouais. C'est ça, là c'est Lop, mais la marque à la base, je crois que c'est Whoop. C'est ce que je me suis dit. Non, je pense pas que ça soit by Whoop. Je pense qu'ils ont pris un terme. Ouais, ils ont pris un terme pour les parasités. À la même chose. Voilà, ça ressemble, mais c'est la version Polar. Attends, voilà, c'est leur cœur de métier. Ils ont pas envie de voir des petits touristes là débarquer sur leur secteur. Donc ils ont créé un peu ça. Là, ce qui est sympa, c'est que, alors, c'est un bracelet que vous mettez... Pour ceux qui sont en podcast, ça ressemble exactement à un Whoop. C'est exactement un Whoop, c'est la même chose, on va pas se mentir. Mais bon, c'est Polar, ils ont quand même l'expertise, un savoir-faire. Moi, je fais quand même plus confiance à Garmin et Polar sur ça que les... Mais bon, voilà. Après, je pense que sur l'application, comment le device, comment ça s'appelle l'UX. Sur l'UX, je veux pas emprunter des termes que je ne maîtrise pas, mais bon, voilà, ça fait bien quand même. Ce qui est sympa, c'est que c'est moins désagréable qu'une montre. On va dire que c'est quand même un petit bracelet que vous pouvez mettre comme ça en dessous. Et donc, c'est pas le côté je dors avec ma montre. Moi, j'ai du mal à dormir avec ma montre ou j'ai du mal à dormir avec les brassards et tout. Parce que vous pouvez aussi dormir avec la ceinture cardiaque. Bon, ouais. Bon, en plus, vous êtes jugé par votre copine ou votre femme. Voilà, c'est. T'imagines le mec qui fait un rendez-vous Tinder et attends, il met son truc. Là, faut vraiment. Ouais, ça fait un peu. Si vous faites pas 30 minutes au 10, un peu overkill. Ouais, en plus, si vous. Attends. Oh chérie, t'es mignon, mais tu fais 4h13 sur marathon. C'est bien, mais. Est-ce que voilà. T'as pas vu la trend en ce moment où t'as des mecs qui font leur lacet et il y a une femme en fond sur un sac qui gueule et qui fait en plus l'autre il se prend pour Mathieu Blanchard. Ouais, si, j'ai vu, ouais. Puis on t'embrasse. Si, je l'ai vu passer. Donc, il y a ça. Et donc, ça, vous le mettez. Donc, c'est un peu le côté. Et là, ce qui est bien, c'est que si vous la gardez tout le temps, vous n'avez pas pensé à l'enlever, c'est étanche et tout, vous n'avez pas pensé à l'enlever et le mettre, donc c'est pas le côté comme le brassard. Donc ça, si vous êtes un peu
oubli comme moi vous l'avez. Après, bon, vous pouvez l'enlever aussi quand vous dormez, la mettre quand vous dormez, c'est toujours pareil. Donc c'est un peu un entre-deux entre ces deux-là. Voilà, donc moi, franchement, j'ai essayé les 3 méthodes, les 3 sont cool. On vous mettra les liens. J'ai un petit penchant pour le WeThings. On l'a senti. À titre personnel, parce que voilà, mais aussi j'aime bien passer du temps sur l'application. Moi, ça me dérange pas de repondérer les trucs, d'effacer mes trucs et machin, donc passer du temps. Si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête et vous n'avez pas de tête de linotte, prenez celui-là. Donc voilà, moi j'ai un petit penchant pour le WeThings. Alors, moi, souvent, quand j'ai ces outils-là, et c'est les questions que je t'ai posées justement, c'est oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il y a le savoir, c'est bien. En fait, le savoir, si ça change rien derrière, si c'est juste je dors mal, je peux comprendre quelqu'un qui dort bien, bon ça le conforte dans le fait qu'il dort bien, ok. Si ça te permet d'avoir ok, là j'ai mal dormi, je l'avais peut-être pas senti, tu sais, parfois c'est juste une nuit sur 2 ou sur 3, tu sais pas pourquoi, et ça te permet ensuite de chercher qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est le fait que je m'entraîne le soir, est-ce que c'est machin. D'accord, mais imagine, t'as eu plein de micro-sommeil, tu t'en es pas rendu compte, micro-réveil, et t'as une séance de fractionné le soir, tu sais que si... Oui, mais le matin, quand tu te réveilles, tu le sens pas forcément. Mais non, tu le sens pas forcément. Je t'assure que tu le sens pas forcément. Et ça t'impacte. C'est comme le café, tu sais, on dit sur le café, il y a plein d'études qui ont été faites sur le déclaratif. Est-ce que vous buvez du café le soir, ça vous dérange pour dormir? Non, ça me dérange pas pour dormir. Les gens étaient persuadés que ça dérangeait pas. Puis finalement, on a mis des études, on a mis des capteurs, on s'est rendu compte que ils en avaient pas conscience, mais ils avaient plus de micro-réveils parce qu'ils buvaient du café. Et aujourd'hui, on est dans une société qui boit énormément de café et tout, donc on peut avoir beaucoup de micro-réveils. Je fais beaucoup de micro-réveils. Peut-être que, ce jour-là, je vais faire une corrélation entre, j'ai eu des mauvaises sensations. Je vais pouvoir le corréler. Est-ce que mes mauvaises sensations, quand je note, c'est corrélé au moment où j'ai eu mon coup de réveil? Si j'ai mis mon coup de réveil, est-ce que je peux peut-être limiter mon café? Voilà, ok. En fait, c'est pas du gadget. Donc là, on est d'accord. Donc c'est-à-dire qu'il y a une démarche active d'après essayer d'améliorer le truc. Je suis d'accord. Exactement. Et dans ce cas-là, 100%, oui, je suis d'accord. Et en plus, ça te challenge. Moi, j'avais tendance un peu à scroller, à machin et tout. Je le faisais pas du tout avant. J'ai un peu le fait parce que parce que tu sais, quand tu dors mal, au final, ça devient un cercle vicieux. Ouais. Donc moi, ça m'a challengé aussi à me coucher plus tôt, à mettre des choses en place. Donc voilà, moi, ça m'a challengé. Ne tombez pas dans le tout data. Je pense que ça aussi ses limites, que évidemment c'est les spécialistes du sommeil, les gens qui mesurent en labo avec des casques et des machins, ça doit les faire sourire aussi ça. Non, après c'est là la différence entre l'empirisme et pas l'empirisme. Par exemple, tu vois, on parle si on parle des bandes nasales, moi j'ai commencé il y a 6 mois juste pour dormir. Alors j'ai remarqué dans certains commentaires de podcast qu'il y en a qui remarquent que je respire fort par le nez parce que j'ai énormément de mal à respirer par le nez justement. Et quand je m'allonge, je ne peux plus respirer par le nez. Donc la bande nasale, moi, m'a sauvé mes nuits. Et j'ai pas eu. Alors, je m'en rends compte sans ça, mais ça aurait été marrant de voir avec la différence entre les deux. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'arrivent pas à respirer par le nez, je sais ce que vous vivez et, et on dort très mal. Tout Instant Lifestyle ne serait pas sans le code promo du podcast 10. Est-ce que toi d'ailleurs tu mets la méthode norvégienne? Tu m'as pas répondu à cette question dans Campus Coach. J'ai juste dit qu'on a pris quelques séances qu'on a adaptées, mais on met pas de bi-quotidien avec du double seuil. Mais voilà, il y a des petites séances qui s'appellent Born to Bergen ou des choses comme ça, qui vont reprendre certains petits clins d'œil à la méthode norvégienne, mais pas la méthode norvégienne en tant que telle. Alors si vous essayez la méthode Tristan, qui est du tristaniste, voilà, qui est une méthode infaillible, eh bien vous avez la possibilité, voilà, si vous aimez les contenus, si vous aimez la philosophie de Tristan, vous pouvez tester ses entraînements parce qu'il est aux manettes de Campus Coach, la première application française d'entraînement. Donc vous pouvez télécharger l'application sur Apple, sur Google, Android, sur ce que vous voulez. Absolument. Ou sur Internet, sur le site à l'ancienne, pour les aussi, boomers, voilà, comme moi qui sont moins applications. Eh bien vous allez pouvoir tester. Moi je leur dis quand même ici, c'est moins cher si vous le faites sur Internet. Donc, ne serait-ce que sur une tablette ou sur. Oui. En fait, il faut payer Apple. Exact. Voilà, faut payer Apple. Donc, faites-les sur un bon plan. Et donc, si vous voulez tester ça, c'est ça sur toutes vos apps. D'autant plus que mois de janvier, si vous hésitiez, c'est le bon mois parce que là, depuis 2026, vous agrémentez énormément d'innovations, de nouveautés. Il y a une grosse transformation. Si ça fait quelques années que vous n'êtes pas passé nous voir, repassez nous voir et vous pourrez regarder les petites adaptations. J'espère que ça vous plaira. Et donc, on a un code DLTDC. Donc n'hésitez pas à l'inscrire. Vous avez un mois offert, parce que l'idée c'est que vous pouvez tester sans payer. Vous essayez, vous voyez si ça vous plaît. Ça vous permet aussi d'organiser si vous faites un peu tout seul. Essayez au moins un mois. Voilà, c'est comme moi avec les capteurs de sommeil. Essayez au moins un mois d'avoir un peu de structure. Si ça vous convient pas. Si c'est bien ou que c'est pas bien, vous essayez. Vous avez le code DLTDC, c'est gratuit. Si ça vous plaît pas, vous enlevez. Et si vous avez kiffé, vous me direz merci avec un petit message. Parfait. Voilà, donc DLTDC, c'est le code sur Campus Coach. Merci beaucoup Tristan. Merci à toi Guillaume. Et on se retrouve dès le mois prochain pour un nouvel épisode ensemble. Bah ouais, à bientôt. À très vite.